Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, ce que je vais vous partager, c'est la formule pour obtenir à coup sûr son crédit immobilier. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, la plupart des banquiers, courtiers et investisseurs ne le savent pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager des secrets cachés sur les banques et sur l'investissement immobilier. Donc l'erreur numéro 1 que je vois le plus souvent, c'est que les gens vont voir les banques avec une demande de prêt ou bien un projet génial à présenter. Du coup, ils n'obtiennent pas leur prêt et se demandent pourquoi. Pourtant, mon projet il était génial. Pourquoi? Pourquoi je suis allé faire une demande de prêt et au final, je n'ai pas obtenu mon prêt? Tout simplement parce que la réponse est simple. C'est qu'il ne faut pas arriver en banque en tant que personne en demande, en besoin, qui a besoin de prouver, mais en tant qu'opportunité. Et ça, très peu de personnes le comprennent. Alors, pour ça, vous devez savoir en numéro 1, quelle est la fonctionnalité première d'une banque. La fonctionnalité première d'une banque, c'est obtenir de nouveaux dépôts et placements d'argent pour pouvoir prêter plus d'argent et créer de l'argent à partir d'une reconnaissance de dette liée aux prêts qui ont été accordés. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il y a une autre vidéo qui parle du fonctionnement des banques. Si vous voulez obtenir cette vidéo, commentez banque et je vous enverrai cette vidéo. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est cet aspect-là. C'est que la première fonctionnalité d'une banque, c'est obtenir de nouveaux dépôts et placements d'argent pour pouvoir prêter plus d'argent et créer de l'argent à partir d'une reconnaissance de dette liée aux prêts qui ont été accordés. La deuxième chose que vous devez absolument savoir, c'est quels sont les intérêts de la personne avec qui vous allez négocier votre prêt immobilier. Alors oui, on ne va pas demander un prêt immobilier, on va négocier un prêt immobilier. Et elle est là la différence. Lorsqu'on négocie, en fait, on joue à un jeu où c'est 50-50. On joue à un jeu où on ne va pas demander, mais on va offrir l'opportunité de nous donner les choses au banquier, par exemple. Donc, les principaux intérêts d'un banquier sont de vous faire ouvrir des comptes, ainsi que vous faire souscrire à des assurances et des placements pour obtenir des primes potentiellement et donc une augmentation de salaire. En gros, ils ont des quotas et leur objectif, en fait, c'est tout simplement de se faire bien voir par leur direction et grâce à ça, ils vont obtenir potentiellement des primes ou une augmentation de salaire. Et ça, il faut bien le comprendre. Lorsque vous avez compris, c'est comme ça que finalement, vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'opportunité. Alors, voici sans plus attendre la formule pour obtenir son crédit immobilier. Alors, pour obtenir son prêt, tout va dépendre de votre discours. Je dis bien, pour obtenir votre prêt, tout va dépendre de votre discours et de la manière dont vous allez présenter les choses. Alors, la formule, elle est simple, c'est opportunité divisé par risque est égal augmentation de la probabilité d'obtenir ton prêt immobilier. C'est-à-dire, plus tu vas réduire le risque dans la perception de ton banquier et augmenter les opportunités pour lui et pour la banque, plus il va t'accorder plus facilement finalement ton crédit. Donc, par rapport aux opportunités, on a 2 points. Quelles sont les opportunités pour le banquier et quelles sont les opportunités pour la banque? Alors, pour le banquier, c'est très simple. Son objectif, c'est de te faire ouvrir un compte, c'est de te faire souscrire à une assurance et te faire souscrire à des placements. Parce que ça va lui permettre d'augmenter ses quotas et donc potentiellement obtenir une prime ou une augmentation de salaire. Donc l'opportunité, ça va être finalement d'énumérer ces choses-là, d'énumérer le fait que, en fait, avec ton projet immobilier, lui, ça va lui permettre de faire ça et donc d'obtenir ce qu'il veut. Donc ça, c'est le premier point sur les opportunités. La deuxième chose, c'est quelles sont les opportunités pour la banque. Les opportunités pour la banque, c'est d'obtenir des dépôts d'argent et d'obtenir des placements. Donc, c'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est de lui dire tout simplement qu'on va placer de l'épargne dans sa banque et également domicilier nos revenus. Parce que domicilier, en fait, ça correspond à des dépôts d'argent. Épargne, ça correspond à des placements d'argent. Et c'est ça, finalement, qui correspond à des opportunités pour la banque. Alors, au niveau des risques, la banque va prendre en compte 2 éléments. Votre situation et votre projet. Donc, dans votre situation, il y a vos revenus. Est-ce que vous avez des revenus qui sont stables? Est-ce que vous avez des revenus qui sont élevés? Ensuite, elle va prendre en compte vos charges.
Est-ce que vous avez des charges qui sont élevées? Est-ce que vous avez des charges qui sont basses? Et ensuite, elle va prendre en compte votre endettement actuel. Quel est votre endettement actuel? Et pour ce qui est de votre projet, eh ben, elle va prendre en compte 4 éléments. La revente, c'est-à-dire quel est le risque? Le risque pour elle, c'est que si jamais vous n'arrivez plus à payer, eh ben, elle va devoir saisir votre bien à travers son hypothèque. Donc, elle va saisir votre bien et elle va devoir le mettre aux enchères pour le revendre. Donc, il va falloir avoir un bon discours par rapport à la revente, avoir un bon discours également par rapport aux revenus et par rapport aux charges que vous allez avoir. Par exemple, en fait, plus vous allez avoir de revenus et moins vous allez avoir de charges, plus votre endettement va être bas. Donc ça, il va falloir bien savoir comment le communiquer. Et également, par rapport à votre situation et à votre projet, il y a des manières de présenter votre projet pour réduire certaines charges. Par exemple, si je dis à la banque, je réalise un investissement locatif, certes, ça va augmenter mes revenus, mais potentiellement, ça va également augmenter, je vais conserver des charges dans la mesure où je fais un investissement locatif. C'est-à-dire que j'ai encore un loyer à payer. Alors que si je dis par exemple à la banque, OK, j'achète ma résidence principale, et elle va enlever finalement ce loyer en question que je suis en train de payer parce que en fait, ça va s'inclure dans ma résidence principale. Donc, vous voyez, en fait, tout ça va dépendre du discours, de ce que vous allez présenter, de ce que vous allez raconter finalement à la banque. Donc, je vais vous montrer un exemple. Comment est-ce qu'on peut réduire finalement le risque dans la perception d'un banquier? Donc, on peut dire par exemple à un banquier, le bien, je l'achète 80 000 euros. D'après l'agence immobilière, il vaut 100 000 euros. Et suite à la transformation qu'on va apporter, on pourra le revendre 140 000 euros. Voici les biens similaires qui ont déjà été vendus dans cette rue à tel prix. Et voici l'attestation de valeur immobilière de cette agence immobilière. Et là, la banque elle va dire, OK, mais ça veut dire que si j'achète son bien et si jamais il ne remboursait pas son crédit, dans tous les cas, je serai gagnant dans la mesure où je vais pouvoir faire une plus-value de 60 000 euros. OK? Deuxième point, c'est grâce à ma stratégie aujourd'hui qui est la division que je fais faire à mes clients. Si par exemple vous achetez un appartement comme celui-ci et que vous le divisez en 2 appartements, par exemple ici un studio et ici un 2 pièces, et en fait vous allez pouvoir potentiellement réduire le risque avec la division parce que vous allez pouvoir présenter votre dossier par exemple en achat de résidence principale. Donc vous n'allez plus avoir de loyer à charge. Donc comme vous n'allez plus avoir de loyer à charge, la banque a dit OK, il aura moins de charges. Et vous pouvez rajouter aussi le fait que vous allez réaliser un investissement locatif. Par exemple, je vais vivre dans ce logement-là et je vais louer celui-ci. Et du coup, en fait, ça va me permettre de couvrir mes mensualités de crédit. Donc là, la banque a dit waouh. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le risque pour moi de lui prêter n'est pas très élevé dans la mesure où, en fait, ces chats, il n'aura pas de charge. Et deuxièmement, l'endettement qu'il va avoir sur le crédit immobilier, il va être couvert par l'investissement locatif. Donc voilà. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut pouvoir finalement réduire le risque. Et il y a d'autres manières aussi. Par exemple, j'achète un appartement comme ça, que je divise en 2 appartements. Par exemple, ici un studio et ici un 2 pièces. Par exemple, si je loue ce logement-là en location courte durée, je loue 60 euros x 30, ce qui me fait 1800 euros. Par exemple, celui-ci, 50 euros x 30, ce qui me fait 1500 euros. Là, ça fait un total de 3300 euros par mois. Et ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on va réduire le risque dans la perception du banquier? Tout simplement en lui présentant l'étude de marché par rapport à ça. Donc, on va pouvoir réduire le risque en lui présentant une division et une location courte durée. Alors, attention, bien évidemment, parce que il y a très peu de personnes aujourd'hui qui savent réaliser ce type d'investissement-là. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les banques ne sont pas habituées à ce type de projet-là. Mais par contre, depuis le Covid, aujourd'hui, les banques sont de plus en plus habituées à la location courte durée. Et si vous savez bien faire une étude de marché, elle va le comptabiliser. Mais le problème, c'est que les gens vous disent qu'il ne faut pas présenter son dossier à la banque en tant qu'investissement en courte durée parce qu'ils ne savent pas comment le présenter. Et ça, très peu de personnes le savent. Je vous montre par exemple comment est-ce qu'on peut présenter ce type de dossier-là. Voici les revenus qu'on va générer à travers la location courte durée selon l'Office de tourisme.
le taux d'occupation est de 62% en moyenne dans notre ville. Voici l'attestation qu'elle m'a fait part. Néanmoins, nous savons exactement comment nous démarquer et obtenir un taux bien supérieur. Voici une étude de marché qu'on a réalisée en coopération avec le site Airbnb coté en bourse à plus de 6 milliards de dollars. Et ensuite, vous faites l'étude de marché. Et lorsque vous avez fait l'étude de marché, la banque va se dire « Waouh, l'investissement qu'il réalise, voici les bénéfices que ça va réaliser. » Bien évidemment qu'elle va se dire « non, son investissement, il n'y a pas de risque sur le fait que je lui permets d'investir dans son bien. » Tout en sachant que, ok, même s'il ne faisait pas de la location courte durée, s'il fait de la location à l'année, le bien, il est déjà extrêmement rentable. Donc, dans tous les cas, on va le financer. Ok? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas dire oui, mais la banque me demande 10% d'apport. La banque ne veut pas financer mon prêt sur 25 ans pour du locatif. Elle ne veut pas m'accorder un différé de 3 ans. Elle ne veut pas inclure les meubles dans mon prêt. Elle ne veut pas inclure les travaux dans mon prêt. Elle m'a dit qu'il fallait que je sois propriétaire de ma résidence principale. Bla, 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 bla. C'est toujours la faute des autres. À quel moment tu t'es remis en question et tu as pris tes responsabilités sur le fait que ce n'était peut-être pas la faute de la banque, mais peut-être la tienne? Sois honnête et pose-toi les vraies questions. Les banques ne veulent vraiment pas ou c'est dû au fait qu'il te manque des connaissances et de l'expérience ou encore que tu n'es pas allé voir suffisamment de banques. La question c'est, est-ce que tu as vraiment tout essayé? Et les questions que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que tu es allé voir la banque? Est-ce que tu as demandé à ton banquier de t'inclure ces éléments dans ton prêt? Ou bien est-ce que tu lui as offert l'opportunité de t'inclure ces éléments dans ton prêt? Je répète parce que cette subtilité est ultra importante. Est-ce que tu as demandé à ton banquier de t'inclure ces éléments dans ton prêt? Ou bien tu lui as offert l'opportunité de t'inclure ces éléments dans ton prêt? Exemple. Si tu lui dis « j'aimerais obtenir un prêt sur 25 ans si c'est possible », si tu lui dis ça, c'est fort probable que le banquier te dise non car tu lui as donné le choix de le faire et en plus de ça, tu es en demande. Donc, il ne faut pas que tu ailles voir la banque et tu lui dises « j'aimerais obtenir un prêt sur 25 ans si c'est possible » ou « j'aimerais obtenir un prêt sur 25 ans ». C'est pas ça que tu dois lui dire. Par contre, si tu lui dis « je souhaiterais obtenir un prêt sur 25 ans car cela va me permettre d'obtenir les plus petites mensualités possibles et donc de me dégager plus facilement du bénéfice. Un bénéfice justement que je souhaiterais placer tous les mois dans une assurance vie chez vous pour me constituer une trésorerie de sécurité. Et là, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu te positionnes en tant qu'opportunité dans la perception de ton banquier? Il va se dire, dit comme ça, c'est vrai que ce ne sera pas logique et stupide de refuser de le financer sur 25 ans. Et ensuite, ce qu'il va dire, c'est quoi? J'ai bien entendu, placement assurance. Génial, ça va me permettre de me rapprocher de ma prime. Oublie pas, tu as une opportunité lorsque tu sers les intérêts de ton banquier. Et les intérêts de ton banquier, c'est tout simplement de se faire bien voir par sa direction pour obtenir soit une prime ou soit obtenir une augmentation de salaire. Donc, c'est sur ça que tu dois jouer pour te positionner en tant qu'opportunité. Ensuite, lorsque tu vas te positionner en tant qu'opportunité, qu'est-ce qui va se passer? Le banquier va te dire « oui monsieur, on finance sur 25 ans. En tout cas, j'envoie votre dossier et je vais faire tout mon possible. » Ok, ce qui va se passer, c'est que comme dans la manière dont vous avez dit la chose au banquier, le discours que vous avez eu, en fait, là, c'est le banquier lui-même qui va se battre pour vos projets dans la mesure où il y voit de l'intérêt pour lui, où il y voit une opportunité pour lui de se faire bien voir par sa direction parce que vous allez ouvrir un nouveau compte chez lui, parce que vous allez placer de l'argent chez lui, parce que vous allez ouvrir une assurance avec lui. Et du coup, lui, il va être content par rapport à ça. Donc, il va se battre pour votre projet. Donc, ça va être gagnant-gagnant. Alors maintenant, tu as le choix. Soit tu décides de rester ignorant et de mettre 10% d'apport en banque, d'acheter un bien 10 000 euros ou 20 000 euros plus cher, ou soit tu décides d'investir dans un accompagnement dans lequel tu vas apprendre et conserver des connaissances à vie sur comment devenir propriétaire d'un hôtel de 2 appartements qui te rapporte entre 400 et 1000 euros de cash flow net par mois, ainsi que te permettre d'obtenir un prêt en conservant tes 10% d'apport et tu vas apprendre bien plus encore.
Tu as aussi une autre option, ne rien faire, rester bloqué et ne pas évoluer dans ta situation, ne pas faire évoluer ta situation et potentiellement faire partie des gilets jaunes sur un rond-point. Après, mes accompagnements sont très premium et bien évidemment, je sais que ça peut freiner beaucoup de personnes car ça demande du courage et beaucoup d'humilité de prendre la décision d'investir sur soi dans un accompagnement. Et c'est pas tout le monde qui est capable de franchir ce cap. Néanmoins, c'est un gros cap important à passer niveau mindset car c'est justement ce qui sépare les pauvres et les riches. Sinon, tout le monde serait riche et ça ne serait plus drôle. Les riches investissent sur eux pour développer plus de connaissances et s'enrichir. Et les pauvres tentent désespérément de s'enrichir en laissant dormir leur argent dans un compte ou en cherchant des solutions gratuites ou pas chères. Gardez en tête que chaque action et décision que vous prenez aujourd'hui déterminera où vous en serez dans 1 an, 2 ans et 3 ans, voire 10 ans. Et demandez-vous toujours quelle décision prendrait la personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir une personne qui est indépendante financièrement, eh ben, vous devez penser comme une personne qui est indépendante financièrement. Car si vous ne pensez pas comme une personne qui est indépendante financièrement, eh ben, vous allez penser comme une personne qui est pauvre et du coup, vous allez rester pauvre. Donc, commentez hôtel de 2 appartements pour en savoir plus sur les accompagnements que j'ai. Si vous souhaitez réellement investir dans l'immobilier rentable et vous donner les moyens de réussir. Ben, l'accompagnement, ça nous a permis d'avoir 2 appartements du coup en un seul achat. Du coup, la division, ce que je connaissais pas avant, et au lieu d'avoir un appartement, on le divise en deux, donc ça fait 2 appartements. Quelle négociation vous avez pu faire grâce à la stratégie des 3 offres sur le bien que vous avez acheté? Ben, sur le bien qu'on a acheté, il était à 140 000 euros faille, et on a pu le descendre jusqu'à 120 000 euros faille. Donc 20 000 euros de négociation, c'est énorme, c'est inenvisageable. Je pense qu'on n'aurait jamais fait ça sans la formation. Donc on aurait peut-être eu 5 000 euros, 1 000 euros, mais 20 000 euros, c'était pas pensable pour moi au départ. Du coup, combien d'apports tu as mis sur ton projet immobilier? Zéro. Zéro d'apport. D'accord. Tu as mis 0 euros d'apport. La plupart des personnes pensent que pour pouvoir mettre 0 euros d'apport, il faut avoir énormément d'épargne en sécurité pour pouvoir montrer à la banque que c'est OK de se faire financer sans apport. Mais combien d'épargne tu avais lorsque tu t'es lancé concrètement dans l'immobilier? On avait 100 euros, 500 euros au grand max, quoi. C'était juste une épargne de sécurité pour la vie courante. On n'avait pas plus de 1 000 euros, quoi. D'accord. Donc, C'était le plus gros frein dans le dossier, mais au final, ça d'accord. n'a pas été un frein. D'accord. Donc, concrètement, tu as investi, c'est quel montant? Le montant du bien immobilier? 100, Le projet 180, total? 182 000 euros le projet. Un projet à 182 000 euros. Tu as mis 0 euros d'apport et tu n'avais pas d'épargne. C'est ça. OK. Euh, Quelle est la durée de différé de remboursement que tu as obtenu? 3 ans. OK. Euh, Comment ça s'est passé au niveau de la banque? Parce que c'était quelque chose qui te faisait peur avant, je m'en rappelle. Ça a été très dur, enfin très dur sur la préparation, ça va, sur les papiers, tout ça. Sur le discours, ça a été un peu plus dur. Du coup, à l'oral, je suis moins à l'aise. Et du coup, ça s'est ressenti sur la première banque, on a été refusé. Donc, D'accord. ça m'a pas encouragé dès le départ. On en a fait 3 en tout et c'était dur pour les 3. Après, il y en a d'autres où je me sentais plus à l'aise, mais au final, c'est quelque chose qui se passe aisément quand on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'on demande surtout. On sait où D'accord. on va, donc, mais c'est surtout d'avoir le monopole de la discussion que j'avais du mal. D'accord. Ouais. Parce que au niveau de la banque, il faut inverser le rapport de force. Tu te positionnes non pas en tant que demandeur, mais tu te positionnes en tant qu'opportunité. C'est toi qui viens être l'opportunité pour le banquier et non pas l'inverse. Ça, c'est une erreur que la plupart des personnes réalisent et du coup, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent finalement. Comment ça s'est passé lorsque tu présentais ton dossier, tes dossiers, etc. Ils en pensaient quoi, les banques?
Bah, nickel chrome, bah, j'ai eu, bah, hier, c'était quand, hier ou avant-hier, là, j'ai eu le Crédit Agricole. Oh, elle m'a dit, wow, j'ai jamais vu un dossier monter comme ça. Mhm. Elle m'a dit, vous avez vraiment fait une étude de marché, vous avez vraiment regardé pour les locations, les attestations. Ah ouais, ouais, non, mais tous, hein, même ma caisse d'épargne. Ah ouais, waouh, tu sais, ils sont là. Ah ouais, tu sais, super cool, hein, ils sont tous. Non, non, c'est bien, hein. Ouais. Ils sont tous impressionnés. Et non, non, c'est bien, hein. Non, c'est nickel, hein. Mm. Après, c'est marrant parce que maintenant, en fait, c'est moi qui mène le bal dans l'entretien. C'est moi qui, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est ce que je dis, ouais, c'est ce Tu que je dis. vois, c'est Mm. pas eux qui posent les questions, c'est moi et ceux qui, tu vois, ouais, c'est moi qui leur dis les trucs, quoi, en fait. Ouais, mais c'est ça, il faut inverser le rapport de force pour que ce Ah soit bah, toi, c'est ça. toi en fait qui. C'est tout à fait ça. Et ensuite, bah, je dis ce qu'ils veulent entendre, quoi, aussi, tu vois. Mm. Et ça passe tout seul, hein. Mais j'ai même pas eu besoin de trop demander. J'ai juste, ouais, 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 elle notait, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, vas-y, tu sais. Après, Ok. au niveau de l'apport, elle m'a dit, ouais, elle a regardé encore deux, trois fois, elle regardait. Et du coup, ah, je peux pas plus de 2500. J'ai fait, ouais, allez, c'est pas grave. J'ai dit, c'est bon. Tu sais, voilà, j'ai pas. Euh, Après, je lui Ah, demandais, c'est bon, 2500. non, mais je lui dis, ouais, voilà, tu sais, j'ai dit, c'est bon, allez. Et du coup, pour les indemnités de remboursement anticipé, là, tu vois, Mm, mm, je lui ai demandé, elle m'a dit, oh, c'est bon, je l'ai déjà enlevé. Sans que je lui demande, elle avait enlevé, tout ça, tu vois. mm, On a des résultats, ça avance, tout le monde avance, c'est cool, mm. hein. Ouais, Voilà. carrément. Tu vois, moi, je vois bien, à la banque, ils ont tous été bluffés par rapport au dossier. C'est passé, tu vois, en deux rendez-vous, tout le monde me dit oui, en fait, c'est moi qui dois choisir, en fait. Non, mais c'est vrai, hein. C'est moi qui dois choisir qui je prends, quoi. Il y en a trois. Je dis, bah, je prends le mieux, quoi. Je leur ai dit, bah, excusez-moi, mais je vais avec eux, ils sont mieux que vous, hein. Voilà. Ah, dommage. Elle m'a dit, ah, dommage, j'aurais bien aimé travailler avec vous, je peux pas faire mieux. Je dis, bah, c'est pas grave. Oh, mais je reste à votre disposition, n'hésitez pas à me rappeler. Tu vois, ils sont tous comme ça, quoi. Ouais. J'ai dit on verra pour le prochain bien, j'ai dit on verra pour le prochain, voilà. C'est la formation qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Son coaching m'a permis de réussir dans l'immobilier. Donc voilà, je tenais à vous faire part en tout cas de ça. J'ai acheté une première formation. La première formation que j'ai achetée, c'était celle de Pierre Rollier. Voilà, c'est une formation qui est bien, mais qui n'est pas assez complète. Directement après, il y a Sylvain qui est venu me parler. Voilà, moi je galérais avec mes appartements, dans la recherche d'appartements, dans le crédit. Voilà, j'étais pas au point. Il me manquait plein de choses. Il y a Sylvain qui est arrivé de nulle part et je lui ai fait confiance et il m'a permis d'investir. Il m'a apporté des connaissances, vraiment des connaissances de malade. Donc je te remercie Sylvain. Grâce à toi, donc j'ai pu obtenir mon crédit immobilier. Ça a été très long. Voilà, j'ai pu obtenir mon crédit immobilier.